Bienvenue sur Actionneur. Pour le retour du podcast, après une longue absence, nous allons parler de quelque chose qui s'est aussi fait attendre. Le dernier film de James Cameron. Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je veux mettre ma famille en sécurité. Pour traiter d'Avatar 2, La Voix de l'eau, je ne suis pas seul. Enfin, pas tout à fait seul, car on enregistre en tout petit comité. Et oui, pour cet épisode, je suis très heureux de retrouver mon binôme des tout premiers actionneurs, j'ai nommé Thibaut. Salut à toutes et à tous. Alors, pour vous expliquer le déroulé du podcast, nous allons nous succéder pour asséner à Avatar une série de punchlines, méritées ou non. Attention, cet épisode est donc full spoiler. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'arrêter d'écouter ce podcast, car je crains que notre vue puisse changer la perception que vous pourriez avoir du film. Donc, je vais commencer par la première punchline, et pour ça, j'ai lancé une petite chanson. Vous avez le groove là? J'entends pas la chanson. C'est pas une chanson. J'aurais dû normalement écrire un truc. Mais c'était juste pour dire que Avatar, c'est pas un film de Rasta bleu-vert avec trop de locks et d'idées simples au même endroit? Hein? Je vous pose la question. Parce que bon, bah c'est un peu ça j'ai l'impression le film. Là il y a trop de locks hein. Il y a des locks? Ah oui, il y a des locks partout. C'est clair. On se croirait dans Predator 2. Ou 1. Enfin bref, le design de Predator quoi. Ouais, tous les Predators du coup. Fait par James Cameron. Ah, pas mal. Belle ref pour commencer. Il faut que j'y aille ou t'y vas en premier, David? Après tout, c'est ta punchline. Dans les faits, au-delà des locks et de l'aspect capillaire, la question c'est surtout... c'est super manichéen quoi. Il y a les bons, il y a les méchants. Bon, même si les bons ont parfois des côtés méchants, et je trouve que c'est peut-être un aspect dont on pourra reparler plus tard. Ouais, j'espère. Mais quand même, on a quand même cette dichotomie permanente entre il y a les méchants humains, il y a les gentils qui doivent fuir et protéger leur univers et tout. Donc ouais, c'est assez, c'est super manichéen quoi. Est-ce que c'était pas déjà le cas dans le premier? Ouais, c'était le cas dans le premier quoi. Est-ce que tu te souviens de quand tu l'as vu la première fois, le premier film, est-ce que t'as eu aussi cette espèce de même haut le cœur face à tant de manichéisme? Bah, le truc c'est que moi le premier je l'ai vu il y a peut-être 6 mois. C'est vrai? Ouais, j'avais par snobisme un petit peu, j'étais passé un peu à côté, j'avais pas envie de le voir, alors que j'adore le film de James Cameron. Et Oui, c'est ça qui m'étonne. Pour préparer Screamman, je me suis dit, attends, mais l'épisode donc Screamman que j'avais fait sur James Cameron, le script de Superman, je me suis dit, attends, c'est le seul que j'ai pas vu, faut que je le voie. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est pas mal, tu vois. Je me suis dit, ouais, c'est pas si bête dans le cinéma actuel que d'avoir comme ça des pôles bien distincts, même si on voit qu'il y a quand même des interpénétrations, qu'il y a des gentils qui peuvent être méchants, et ainsi de suite. Mais quand même qu'il y avait comme ça une espèce de pôle assez fort. Et dans le 2, le problème c'est qu'on garde cet aspect-là de pôle, et je trouve qu'il le réinterroge pas, ou en tout cas, c'est pas forcément aussi bien traité. Oui. Mais pour répondre un petit peu à la provocation de cette première punchline, je vais vous raconter une histoire. Et c'est l'histoire du petit Thibaut enfin pas si petit parce que j'étais au lycée, mais qui découvre Avatar pour la première fois après avoir bouffé de la science-fiction pendant des années, et comme le grand David décide par snobisme de pas aimer ce film, en fait tout perturbé qu'il est par son succès écrasant, à tel point que c'est un des premiers trucs, j'ai l'impression, de mémoire d'homme de 31 ans, qui a vraiment, tu sais, fait tomber un petit peu les barrières, tu vois, de la culture populaire auprès du grand public, bien sûr. Maintenant, t'as le MCU de manière générale, mais aussi ses acteurs, les franchises de manière générale, qui sont très souvent mises sur le devant de la scène, et dont, y compris des gens auxquels t'aurais jamais pensé que ça pouvait les intéresser, ça, finalement, s'y mettent, quoi, s'y intéressent. Et c'est vrai que cette phrase est très longue, tout ça pour dire que je vivais cette espèce d'ouverture-là comme une sorte d'attaque sur ce que devait être vraiment la science-fiction, et justement un truc très manichéen, très basique, et très... plein de bons sentiments comme peut l'être le premier Avatar.
ça m'avait filé des boutons, quoi. Je me disais, mais pourquoi on monte ce truc-là en épingle? Pourquoi on en parle sur toutes les radios, sur toutes les télés, alors que c'est vraiment la version la plus vanille, la plus basique de ce que peut fournir la science-fiction, je trouve. Bien sûr, il y a aussi l'exploit technique, et on reviendra peut-être sur celui du 2, mais qui fait que les gens s'y intéressent et en parlent, parce que malheureusement, encore beaucoup aujourd'hui, je trouve que la culture populaire, elle parle quand elle fait beaucoup d'argent, ou quand elle fait des trucs qui, pour le coup, sont de l'ordre de la science-fiction, c'est-à-dire révolutionner l'image, par exemple. Mais une bonne histoire va pas forcément donner autant de reportages sur les chaînes de télé, quoi. Et donc, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça m'avait saoulé. Et pendant des années, ça a été un peu ma position, quoi, sur ce film. Et je le citais à mon frère, qui est un grand fan, et lui, depuis toujours, je crois, mon petit frère, que je ne pouvais par exemple pas supporter le personnage humain qui exploitait ce fameux métal, et qui à un moment dit au personnage à propos des arbres que there's just goddamn trees, en rigolant, tu vois. Et je me disais, mais personne dans la vie ne parle comme ça. Et je pense que c'était un peu la vision d'un adolescent un peu cynique, etc., qui déjà avait pas forcément vécu grand chose dans sa vie. Et depuis, je pense que le monde dans lequel on vit nous prouve qu'il y a des gens qui réagissent comme ça et qui sont capables de le faire tous les jours, plus souvent et plus nombreux qu'on ne le croit. Et deuxièmement, j'avais pas compris du coup que même s'il y a forcément ce truc très manichéen qui peut embêter, qui peut être confondu avec une forme de flemme ou de simplicité, je pense que c'est aussi un truc très important pour éviter de tomber dans effectivement un espèce de cynisme, et qui serait celui qu'on voit beaucoup dans les blockbusters depuis 13 ans. Et ce que je trouve assez marrant, c'est que avec le deuxième film, j'y viens enfin, Cameron n'est pas tombé justement dans cette espèce de jeunisme, ou de vouloir se moderniser et de faire un truc ultra gritty, où effectivement, par exemple, les gentils deviendraient immédiatement méchants et les méchants deviendraient immédiatement gentils, même si, comme David l'a maintenant 2 fois répété, il y a forcément des intrigues qui vont dans ce sens. Et c'est pas surprenant de la part de quelqu'un qui a réalisé Terminator Judgment Day. Mais je trouve que du coup, ce truc-là, avec l'âge, donne une saveur particulière à Avatar. D'une part parce que le cinéma a un peu déserté ce genre d'histoire, et d'autre part parce que je pense que ça vieillit sincèrement mieux d'être justement passionné et dénué de cynisme, quitte à ce que les gens t'accusent d'être un peu larmoyant, ou au contraire, parce que je pense qu'il y a 2 facettes autour du traitement de Cameron sur Avatar. C'est que les gens peuvent l'accuser d'être vraiment trop être un trop plein de bons sentiments, et ça veut aussi bien dire que c'est un peu neuneux. Et c'est aussi mais du coup les méchants sont extrêmement méchants, et il y a une forme de comment on appelle ça, on a rarement vu un film aussi misanthrope dans sa filmographie. Ce à quoi je répondrais qu'il y a quand même toujours, généralement dans ces films, voire plusieurs personnages qui sont un peu comme ça, l'incarnation de ce que l'humanité a de pire, et je pense à Burke par exemple dans Aliens. Mais donc je pense que ce truc-là m'a pas spécialement dérangé dans le 2, parce que j'avais fini par accepter le contrat de base qui était déjà présent dans le premier, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est la naïveté quand même. Mais est-ce que c'est pas beau la naïveté, David? Là, on rentre dans des débats beaucoup plus larges. Bienvenue sur Actionneur, qui en fait s'appelle Philosopheur, juste le temps d'un épisode. Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de naïveté pour retomber amoureux de ces environnements, de ces personnages, et être investi d'une histoire? Je sais pas, en fait, je t'avouerai que c'est pour ça que j'avais très hâte d'en discuter avec toi, parce que je sais que t'es la bonne personne pour avoir ce genre de conversation. Parce que je tombe trop souvent avec des gens qui part du principe que du coup Cameron est un génie absolu et qu'en fait on peut pas vraiment le critiquer, et d'autres qui à l'inverse part du principe que c'est Pocahontas dans l'espace et on s'arrête là. Et je pense que la vérité est peut-être entre les deux, et voire même en fait je ne conçois peut-être même pas la vérité sur cette échelle-là. En fait, je me dis juste moi j'ai vu ce film, il m'a touché, je l'ai vu une deuxième fois, il m'a retouché. Donc je pense que derrière ce côté un peu candide ou naïf, il y a quand même une vérité émotionnelle sur laquelle c'est peut-être un peu plus difficile de mettre le doigt, parce qu'on parle plus volontiers des effets spéciaux ou des mécaniques de scénario. Le film est très long par exemple, donc il y a beaucoup de gens qui estiment qu'on aurait pu le faire plus court. Mais je pense que c'est souvent des questions maintenant qui sont un peu tristes, et que je trouve Avatar soulève assez bien, parfois malgré lui. C'est que les gens sont vachement fascinés par des trucs très
finalement très techniques qu'on peut quantifier, qu'on peut débattre, qu'on peut un peu échanger comme des cartes à jouer, tu vois. Et c'est de se dire ouais, ok, le film est con, mais c'est vraiment quand même les meilleurs effets spéciaux que j'ai jamais vu de ma vie. Ok, le scénario est long, mais quand même les baleines sont sympas. Et je me dis que c'est bien pour faire le début de la conversation, mais je pense que c'est des films qui sont effectivement un peu plus profonds, qu'on veut bien le dire, et qui appellent peut-être un peu plus à la réflexion. Ce que j'espère, on montrera dans le podcast en étant peut-être pas toujours d'accord, comme tout de suite maintenant, par exemple. Ok, je te laisse faire à toi une punchline. Bah, je voulais te proposer la punchline puisqu'on en parlait sur est-ce que Avatar 2, David, je sais pas quelle voix je dois prendre pour la punchline. Je vais prendre la voix des gens dans les bars qui parlent très fort et qui disent des platitudes. Par exemple, est-ce que Alien, c'est pas un slasher dans l'espace, quoi. Donc du coup, il faudrait peut-être dire est-ce que finalement Avatar, c'est pas juste une démo technique, quoi, David? Non. Non, parce qu'il y a une histoire. Le truc, c'est que limite, moi, je l'ai vu en 2D. J'ai voulu. C'est vrai, ouais. C'est intéressant, ça. Je voulais le voir en 2D. Et le truc, c'est que j'ai eu le Covid. Et donc, la seule séance qui me permet, c'était la 2D. Donc, j'étais content. C'est-à-dire que le Covid m'a permis de le voir en 2D. Ouais, je voulais pas me faire avoir par le côté surenchère d'images, surenchère de 3D. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est. J'avais envie de regarder l'histoire avant tout. C'est-à-dire comprendre l'histoire. Parce que je veux voir un film pour l'histoire, quoi. Je m'en fiche, j'en ai marre de l'effet waouh. Je trouve que c'est vraiment de la poudre aux yeux pour rien. Donc j'ai été voir Avatar 2 en 2D. Et non, je trouve pas que ouais, tout est beau, tout est hyper nickel, ça bouge bien, les baleines elles sont très grosses et en plus elles pensent et elles réfléchissent et c'est super intéressant. Derrière leur jus de cerveau doit être très bon parce c'est un anti-vieillissant parfait. Mais je trouve que réduire, et c'est un peu le problème de James Cameron, c'est que souvent on a réduit son cinéma aux effets spéciaux. Alors c'est normal aussi, le gars essaye à chaque fois de révolutionner le cinéma, révolutionner soit par l'usage des effets spéciaux comme dans Terminator 2. Il a toujours cherché à trouver un moyen de créer quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus incroyable, de plus fascinant. C'est un technicien du cinéma, il vient de là, il a fait ses armes en étant technicien pour Corman. C'est son cinéma, mais je trouve que c'est pas que son cinéma. On voit des tas de films où c'est que des effets spéciaux, où le scénario, où ce qu'on te raconte, c'est tellement bête que si t'enlèves toute la peinture, il te reste plus rien qu'une coquille vide, quoi. Bah non, pour moi, James Cameron, il a toujours été un peu plus subtil que ça. Il a voulu raconter des histoires. Il a d'ailleurs une manière de raconter des histoires. Oui, complètement. Et c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à Avatar 2, c'est que le gars, alors ça pourrait être ma punchline, le gars, c'est son best-of, là. Il nous a tout lâché. Complètement. C'est le best-of Cameron, quoi. Ouais, c'est comme ça que je crois que j'avais tweeté pas à la sortie parce que maintenant j'arrête de le faire trop à chaud. Mais ouais, effectivement, c'est son best-of. Il y a tout ce qu'il faisait déjà dans Avatar. Il y a les mechas de ses autres films. Il y a l'antagoniste qui se rapproche peut-être dangereusement des protagonistes, comme avec un certain Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? L'obsession pour l'océan, forcément, et notamment aussi après effectivement tout le côté technicien slash limite un peu. Je sais que Cameron il dessine aussi très bien, par exemple qu'il y a des concept art du mecha, par exemple de Ripley dans Alien le retour et du coup je revois ce Cameron là quand on a ce bateau qui lui-même a ses sous-marins qui eux-mêmes sont accompagnés de petits mecha crabes, enfin petits, ils sont plutôt gros. Et même cette construction en fait de world building qui est quand même assez alors là c'est le moment tactical auquel je vous ai habitué, mais tu vois l'idée que les gars ont des exo-armures beaucoup plus légères et sveltes que dans le premier film, mais du coup ils portent quand même des armes qui sont énormes, mais vu que du coup il y a ce commando de mecs qui sont des avatars, ils peuvent porter les armes que normalement un humain doit porter via un exosquelette, et en fait tu vois, tu sens que tout a été bien fait, réfléchi, et qu'ils ont pas juste oversize le même flingue. Et c'est le genre de petits bonbons et de qualité, je pense, auquel Cameron nous habitue, mais que ça soit sur l'aspect purement visuel, moi je l'ai vu en 3D et en high frame rate, donc HFR, et j'ai trouvé que c'était assez incroyable, notamment parce que je trouve que pas forcément parce que c'était, enfin j'ai limite l'impression que c'était une plus grosse claque que le premier film, parce que la 3D dans le premier film était vraiment super bien travaillée et tout, mais là ce qui a changé, je trouve, c'est que
les textures, la qualité le monde paraît encore plus réel et un peu moins vision extraterrestre d'une jungle humaine. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait être vraiment la jungle. Je sais pas si c'est un truc qu'il a abandonné ou qu'ils ont travaillé consciemment, ça se connecte un peu avec ce qu'on disait sur le world building, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc pour dire peut-être qu'il faut pas que ça soit si exotique que ça, parce que sinon les gens n'ont pas forcément de point de référence et ne peuvent pas aussi être à ce point soulevés par la qualité des effets spéciaux, et notamment des effets spéciaux sous l'eau, parce que en fait c'est tout ce qu'il a travaillé de poursuivre ce travail de mocap sous l'eau, alors que en fait c'est ultra compliqué de le faire parce que les capteurs reflètent, l'eau reflète et les capteurs du coup ne voient pas ce qu'il y a sur ta combinaison. Enfin c'est tout un truc. Il y a le podcast c'est plus que de la SF qui a fait un épisode sur Avatar 2 où il y a un monsieur dont j'ai oublié le nom mais qui parlait très bien de la partie effets spéciaux, si ça vous intéresse. Mais effectivement, comme tu dis, de toute façon c'est jamais que les effets spéciaux avec Cameron. C'est assez marrant d'ailleurs parce que lui en interview récemment, je sais plus, il y a un mec qui commence son interview en disant ouais, vous avez fait les meilleurs effets spéciaux de ces dernières années, et il a fait ouais, je vous arrête tout de suite, en fait le public s'en fout de ça. Ouais. Et ça paraît assez marrant parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Le public en parle beaucoup quand même, et la presse en tout cas en parle beaucoup. Et je pense que c'est pas qu'il s'en fout, mais effectivement c'est que lui a compris que finalement c'était qu'un outil dans la boîte, / c'était peut-être que la porte d'entrée pour se dire on va vivre une expérience visuelle, immersive. Et c'est vrai que c'est un truc que beaucoup d'autres franchises, je sens que c'est un podcast sur lequel je vais beaucoup taper sur le Marvel Cinematic Universe, et je ne m'en excuse aucunement. Mais j'ai l'impression que pas mal de franchises effectivement maintenant sont construites autour d'autres trucs, pour être assez poli. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'intéresse pas forcément Marvel de dire à chaque fois tu vas avoir une expérience immersive. Eux, leur business, c'est de te dire tu vas vivre la prochaine étape de l'arc narratif de tel personnage, ou du méta-arc narratif de tout notre univers qui maintenant est un multivers, etc. Et donc on n'est pas du tout sur les mêmes portes d'entrée. Et du coup, c'est pas étonnant que dans je trouve une période assez compliquée pour le cinéma, Avatar 2 arrive à faire 1,9 milliard, peut-être maintenant 2, je crois. Enfin, on n'est pas loin des 2 milliards, ou peut-être on les a passés, je ne sais plus. Mais on s'en fout un petit peu du box-office, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un truc qui fait que dans une période très compliquée, ce film rassemble, alors que d'autres n'ont pas réussi à le faire. Et ça m'intrigue quand même beaucoup. Et je pense que ça prouve que effectivement, c'est pas que une démo technique, parce que je pense pas que les gens se jetteraient dans les cinémas à ce point pour aller voir une démo technique. Même si en l'occurrence, ça reste très impressionnant. Ouais, j'ai une autre punchline, à moi que t'en aies une là, mais ça m'a ouvert. Vas-y, on échange. On est dans un combat, David. C'est pas un peu l'Empire contre-attaque de Cameron, ce film? Ça, je l'ai lu. Je salue Jean-Victor de CloneWeb. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais c'est lui qui a mis ça sur les réseaux, je crois. Moi, c'est la première chose. Je l'avais pas lu. Ouais. Et c'est la première chose que je me suis dit en voyant le film. Le méchant. C'est vrai? Ah, mais je me suis dit, mais attends, c'est l'Empire contre-attaque. Il nous fait une histoire où il t'amorce la suite. C'est-à-dire que tu sais que Kiri, par exemple, tout ce qu'il te montre, ça va être développé plus tard, parce que là, il nous le donne que des petites croquettes à manger, et puis c'est tout. Le rapport, alors je laisserai le rapport à la famille, parce que ça me permettra de faire une punchline avec Fast and Furious. Mais on a hâte. Je trouve que la manière dont il traite ce film, j'ai l'impression que c'est l'Empire contre-attaque. Alors, et je vais rattacher ça à l'histoire de James Cameron. James Cameron s'est lancé dans le cinéma parce que il a vu Star Wars quand il était jeune avec des copains à lui, et il a dit c'est ça que je veux faire. Et c'est ça qu'il a fait. Et donc, je pense que son Avatar, c'est ce qu'il aurait pu faire avec Star Wars. C'est son Star Wars à lui. C'est son univers à lui. Ce film-là, il te lance des tas de trucs. La Quaritch, c'est le méchant. Il le fait revenir. Ça va être le méchant de toute la série des films Avatar. C'est son Dark Vador, quoi. Hein. Le rapport au père. Oui, voilà. Le rapport au père. Attends, le père qui est hyper... le personnage de Sully, il est devenu père. Et toute l'histoire, ça raconte le rapport à la paternité et au fait que lui, c'est quand même un gros connard comme père. Faut dire ce qui est. Et le fait que ses enfants se construisent à la fois avec lui, parce qu'il les éduque, mais aussi contre lui. Et on voit ça dans l'Empire contre-attaque. Qu'est-ce que l'Empire contre-attaque? C'est la découverte que Dark Vador, c'est le père de Luke. Et là, tu vois ça dans Avatar 2. Tu vois ce rapport au père, tu vois ce rapport à la filiation, à comment tu te construis contre ton père, comment tu arrives à t'extirper, comment tu arrives à exister. Et pour moi, je me suis dit, mais tout le long, c'est ça. Et d'ailleurs, j'étais tellement là-dedans que je me suis dit,
moi, si j'avais eu à raconter ce film, la fin, je l'aurais changé. Les 2 parents, ils seraient morts. Mhm. Parce que pour moi, la trajectoire des personnages, de toute façon, les personnages de Avatar 1, tu vois que ça l'intéresse pas. Ce qu'il veut raconter, c'est l'histoire de ces jeunes. Ça l'intéresse plus en tout cas, ouais. C'est l'histoire de ces jeunes. À fond. Et c'est l'histoire de comment tu te crées, comment ces nouveaux personnages, c'est Luke Skywalker et Leia et tout ça, se construisent par rapport à cette génération d'adultes qui sont oppressifs, quoi. Et en plus, on voit ça à la fois avec Quaritch qui découvre qu'il a un enfant, enfin, le clone de Quaritch, l'avatar de Quaritch qui revient d'entre les morts et qui est à la fois pas le même Quaritch, mais c'est un peu le même Quaritch, il fait le même combat et tout. Et donc, qui découvre que le Quaritch humain a eu un enfant et donc, il y a ce rapport comme ça dans cette paternité-là et le rapport donc de Sully et de ses enfants. Et pour moi, je me suis dit, mais attends, mais c'est vraiment l'Empire contre-attaque. C'est là où il veut nous mener, quoi. Et c'est là où il ouvre les portes vers la suite, quoi. C'est marrant parce que j'ai pas du tout pensé à l'Empire contre-attaque avant de voir le tweet de Jean-Victor, ou alors je l'ai vu avant de voir le film et ensuite ça m'est complètement sorti de la tête. Je pense que ça tient aussi au fait que c'est un peu, tu sais, un argument commercial très galvaudé de dire c'est l'Empire contre-attaque de insérer une nouvelle franchise ici, tu vois. Il y a ça. Après aussi, être l'Empire contre-attaque de quelque chose, ça peut vouloir dire plein de choses. Là, ce que tu mets en avant, c'est toute la partie thématique. Et on peut pas te donner tort. Pour le coup, il y a énormément d'atomes crochus, quoi, entre les 2 films. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que c'est pas du tout la même forme. Et c'est vrai que ce que les gens entendent aussi parfois comme être l'Empire contre-attaque de telle franchise ou de telle saga, c'est qu'il y a cette idée aussi de basculement. Les persos sont séparés. Il y a une noirceur qui s'invite et qui était peut-être pas là précédemment. Il y a toutes ces choses qui se rajoutent aussi. Et à l'inverse, Avatar 2, mais je pourrais du coup faire une punchline dans la punchline, c'est un peu comment dire, une redite du premier dans la forme et un petit peu dans le fond aussi. C'est-à-dire que globalement, le scénario ne fait pas éclater tel que peut le faire l'Empire contre-attaque ou par exemple un autre film de James Cameron, Terminator 2, l'histoire, la matrice un petit peu que son prédécesseur avait établi. C'est même d'ailleurs assez surprenant, je trouve, quand tu commences le film, de se dire, ok, en 3 minutes, il résume le film précédent, il te ramène la menace, et du coup maintenant, enfin c'est un peu plus que 3 minutes en l'occurrence, mais je crois, enfin je ne sais plus, et du coup, ok, on peut partir sur des nouvelles bases. Et en fait, très vite, on retrouve plutôt les bases du film précédent, c'est-à-dire au moins à partir du moment où il s'invite parmi les navis la tribu de l'eau, quoi. Et ça m'a à la fois un petit peu gêné, mais en même temps je trouve que c'est un move très puissant et très je sais pas, ça force le respect en fait de dire oui, bah en fait la structure, voilà, tout ce qui marche bien dans Avatar, de l'émerveillement, la découverte d'une nouvelle culture, d'une nouvelle nature, etc., et ben je vais le refaire parce que c'est pour ça que mon film est connu et je pense que c'est pour ça qu'il restera. Et je pense que ça demande un niveau de confiance assez balèze, même quand on est James Cameron, parce que je me dis qu'il aurait pu tenter tu vois, une inversion complète de l'histoire. Après, il y a quand même 2-3 tentatives, comme tu l'as montré notamment avec Quaritch. Le fait qu'on revive les scènes de Sully avec Quaritch laisse à penser qu'effectivement il y a une idée de il prend de la place, un peu comme Vador prend de la place dans l'Empire contre-attaque, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui effectivement relèvent de ce film-là, et forcément en tant que fan de Star Wars ça m'étonne pas. Et on voit aussi que c'est un référentiel qu'il cite souvent. Il cite tout le temps Star Wars et le Seigneur des Anneaux. Je pense je sais pas s'il cite les films ou les livres, mais il dit toujours que voilà, c'est le lore, le background, l'univers qu'il a voulu créer et ce qu'il veut laisser en termes de saga, c'est quelque chose qui s'inscrit là-dedans. Et n'importe qui dirait ça avec moins de de bagages que James Cameron se ferait railler, mais en fait pas lui. Lui il peut le dire et visiblement il s'embête pas à effectivement peut-être reprendre des trucs de l'Empire contre-attaque. Mais étrangement, je trouve que le film m'a pas du tout rappelé le Star Wars, et je ne saurais pas trop dire pourquoi, moi qui suis complètement obsédé par Star Wars depuis tant d'années, mais peut-être aussi parce que j'ai beaucoup plus trouvé que c'était une sorte de presque, on a beaucoup parlé de ça, tu sais, d'auto-remake à l'époque de Star Wars, de Force Awakens, et je trouve qu'il y a presque un truc là-dedans, dans The Way of Water, où t'as vraiment ce truc de
Ah ouais, on repasse quand même par toutes les étapes du premier film, avec parfois une plus grosse échelle, plus de personnages, des nouveaux personnages, etc. Mais c'est quand même globalement une structure assez identique. Et je sais pas trop encore quoi en penser, tu vois, ça c'est un vrai truc. Pourtant, plus d'un mois après l'avoir vu, je suis encore un peu... ouais, c'est vrai qu'à la fois ça m'a pas dérangé, mais quand les gens me disent, comme me l'a dit par exemple mon autre petit frère, bah en fait je l'ai enfin vu, mais en fait j'ai vu le premier film en plus long avec des navires dans l'eau, quoi, cette fois. Et je sais pas ce qu'on peut penser de ça. Peut-être que c'est une punchline qu'on peut interroger, David, mais en tout cas, je peux pas vraiment lui donner tort à cette punchline, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça m'amène à une autre punchline parce que Ça fuse. Et je pense que ça rejoint complètement ce que disait ton frère. Je pense que La Voix de l'eau, c'est la préquelle à Avatar 3. Ouais, il y a de ça à fond, ouais, à fond. J'ai l'impression que l'Avatar 1, c'était une espèce d'introduction, mais que Avatar, là, le fait qu'il puisse faire tous les films, c'est-à-dire qu'il est vraiment lancé dans sa grande œuvre. T'as l'impression qu'Avatar 2, bah, c'est vraiment une préquelle, quoi. Et moi, j'ai eu tellement l'impression de ça quand je disais pour Kiri, quand je disais pour le rapport au père et ainsi de suite. Je me suis dit, mais attends, mais il me prépare la suite. C'est-à-dire qu'il me montre des tas de bouts d'histoire, il me montre des tas d'indices, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour le prochain film. Ouais. Donc, en 2024, fin 2024, je crois. Mais effectivement, il y a beaucoup de ça. Ça fait partie de ces suites qui en gardent sous la pédale. Ouais. Et bon, je m'y attendais, ça, pour le coup, parce que les films ont été tournés quasiment en même temps, si j'ai bien compris, 2, 3, 4, voire 5. Mais je crois que c'est surtout 2 et 3 qui ont été tournés, parce que c'est les 2 qui sont à peu près sûrs d'être faits, et en fonction du succès de ceux-là, on aura 4 ou 5. Et donc je m'attendais forcément à ce que ça paraît assez logique quand tu le construis comme ça, ton univers, que ça déborde un peu et que tu en laisses pour la suite. Mais je me comptais beaucoup sur Cameron pour justement faire exploser ce cadre. Et cette explosion, je l'ai pas eu. C'est peut-être ma plus grosse frustration par rapport au film. J'aurais presque aimé, tu vois, que t'aies une espèce de truc et qui à un moment renverse complètement la dynamique du style Quaritch passe de l'autre côté. Ce qui, je pense, va finir par faire à un moment ou un autre, tu vois. Moi, je pense que c'est la mort des parents. Je pense que c'est ça. Ouais. Moi, j'attendais ça à la fin du film. Pour moi, c'est pas Quaritch. Je pense que Quaritch, d'ailleurs, il a annoncé, ça serait le méchant sur tous les films. Et je pense que il va jouer sur cette ambivalence-là, tu vois, sur le fait d'avoir montré cette naïveté, ce manichéisme qu'on questionnait un petit peu au début. En vérité, il y en a pas de manichéisme. Il montre bien que, par exemple, le rapport aux parents, les parents, c'est les types horribles, quoi. C'est vraiment, ils sont toxiques à fond. Et ça renvoie peut-être à sa propre enfance. Hein. Mais peut-être qu'on se questionnera ça tout à l'heure, mais ouais. Et je pense que, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a montré comme ça des amorces de quelque chose, il nous montre des choses, mais c'est pour ça que pour moi la mort des parents me semblait hyper intéressante pour créer cette rupture qu'il ne fait pas. Et pourtant, il amorce tellement plein d'informations, il nous dit tellement de choses, il nous dit, mais voilà, peut-être que le prochain film, et c'est sûr, le prochain film, ça sera, on va parler de la jeune génération, Sully et tout ça, va falloir s'en débarrasser à un moment donné, quoi, c'est sûr. Mais j'ai vraiment eu le sentiment, en voyant le film la première fois, que toute la construction de la tension sur la dernière partie, qui est très longue, parce qu'on arrive quand même assez vite à ce qui en gros est l'équivalent de la bataille finale dans le premier film. Mais contrairement au premier film, et c'est peut-être en ça aussi peut-être qu'elle fait penser à Star Wars, c'est qu'il y a une bataille sur plusieurs niveaux. Ouais. Et donc il y a vraiment le truc au départ global, des armées qui s'affrontent, puis il y a le monstre qui arrive, puis après il y a les duels, puis après il y a l'aftermath, et tout ça est condensé, tu vois, dans quasiment, je pense, 45 minutes de film. C'est énorme, en fait. Et c'est vrai qu'en le voyant une deuxième fois, je me suis dit, on en est déjà là, parce que dans ma tête, bataille finale égale fin de film. Mais en fait, non, il reste 45 minutes, et il se passe tellement de choses. Et j'ai l'impression que toute cette tension qui s'accumule dans ces 45 minutes allait vers la mort, soit de Jake ou Neytiri, ou voire même les deux, tu vois. Et j'étais surpris qu'il fasse le choix de tuer un enfant, ce qui est déjà assez inhabituel et très brutal. Et je trouve la scène encore ultra dure, pour l'avoir vue 2 fois. Notamment, la première fois, c'était France-Maroc pendant que je regardais le film. Donc il y avait absolument personne alors que c'était le jour de sortie. Et par contre, la deuxième fois, je l'ai vu avec mes parents dans une salle archi pleine alors qu'on avait pris exprès la séance où on s'est dit ça irait. Et tu entendais les gens, tu vois, libérer une espèce de, tu vois, de gêne et de tristesse assez énervé quand
ce pauvre, j'ai perdu le nom de Ouais, des enfants, je les ai pas retenus non plus. C'est marrant. des enfants. Ça va sur les punchlines, tu sais, tu retiens jamais le nom des persos de l'Avatar, des persos d'Avatar, pardon. Mais effectivement, c'était assez dur. C'est Neteyam, le fils, le grand, l'aîné. Et du coup, quand il rend son dernier souffle, j'ai eu vraiment un truc de ah ouais, il va vraiment jusque là avec ce perso là, alors que je me demande s'il y a même pas, tu vois, des espèces. Je pense que le film sera analysé pour les années à venir. En tout cas, j'espère. Mais je me demande s'il y a même pas des espèces de petits pièges un peu visuels ou dans le montage qui font vraiment penser que les parents doivent disparaître à ce moment-là. Et que après, c'est peut-être aussi parce que tu finis par être du côté des enfants plus que des parents. Et puis les Donc, parents, tu les détestes. Tu les détestes, bah je sais pas. Non, Moi, dans le par rapport à la exemple, violence, j'adore comment il va. C'est pour ça que le manichéisme, je le renvoie dans les cordes très vite, parce que le rapport à la violence, la manière dont il montre le personnage de Jake comme un type horrible, il est vraiment horrible avec ses enfants de bout en bout. C'est-à-dire que même jusqu'à la fin, tu te dis, sa trajectoire de personnage, elle est compliquée, et tu sais pas si dans le 3, il va vraiment comprendre. Et ça va être intéressant de le voir. Et par exemple, le rapport à la violence et comment il montre la mère, dont j'ai oublié le nom, devenir une espèce de furie et massacrer tout le monde, et de voir, il nous place du côté des enfants, et on voit comme ça sa monstruosité, le fait que c'est un berserker à ce moment-là. Je trouve que ça crée une distance entre les parents et les enfants, et notamment l'enfant humain, qui voit, qui est complètement témoin, et nous on est forcément du côté des enfants, parce que le film nous met du côté des enfants, parce que Jake Sully et tout ça, on a passé presque 1 heure qu'à ne les croiser juste un tout petit peu, et juste pour jouer leur rôle d'autorité, quoi. C'est tout ce qu'on a vu d'eux. Ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup plus sur les enfants. D'ailleurs, en fait, dans les parents, il y a une petite déception pour ma part, c'est quand même de voir le perso de Zoé Saldana, qui du coup était hyper central au premier film, et qui là est vraiment relayé dans un côté très distant. Je sais pas si elle-même elle va se secouer par rapport à ça. Je pense que t'as peut-être plus raison. Je pense que beaucoup de gens disaient oui, mais elle va se réveiller dans le 3 parce que Jake va perdre un petit peu de son importance suite à... Parce qu'après tout, c'est elle dit, je crois, dans la première scène ou la deuxième scène où on la voit, elle dit bon bah on doit faire ça. Et c'est ce que la voix off de Jake Sully dit vouloir faire à la fin du film. Donc tu dis, oui, en fait, elle avait pas besoin de perdre un fils pour comprendre ce qu'il fallait faire. Quelque part, ça la met un petit peu en lumière, ça la met du côté des gens qui ont raison. Et je pense qu'il est peut-être un peu moins dur envers elle qu'envers Jake. Mais c'était vrai que c'était assez étrange de la voir à ce point en retrait. Notamment cette scène un peu gênante, on va pas se mentir, où t'as un peu, tu sais, c'est les 2 femmes des chefs qui se toisent, et c'est qui a le meilleur mari et tout. J'ai trouvé ça assez... Pour le coup, là, c'est où ma défense de la candeur un peu de Cameron est obligée un petit peu de s'abaisser, parce que je me dis, bon, il est pas non plus obligé de faire le truc le plus mal alpha, beauf, patriarcal possible. Je pense qu'il pouvait jouer peut-être plus subtilement, même si finalement il y a une scène inverse où du coup elle a plus confiance en les médecins, et elle va vers du coup le personnage de Kate Winslet en mode non mais toi je sais que tu peux aider ma fille, sa fille adoptive en l'occurrence, et c'est vrai que les parents sont vachement en retrait et ne brillent pas forcément par l'intellect à ce moment-là. Mais après, je suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'on soit vraiment du côté des enfants systématiquement. Statistiquement, en termes de temps d'écran, c'est sans doute vrai. Mais pour l'avoir vu avec mes parents, justement, tu sentais qu'en fait, eux, ils s'identifiaient aux parents, tu vois. Et moi, je m'identifiais aux parents, mais je vais te dire, en tant que parent, je m'identifie aux parents. Et le truc, c'est que je les détestais, quoi. Vraiment, ils sont tout à l'opposé de... Enfin, c'est vraiment la pire chose, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je les ai détestés. Et c'est pour ça peut-être que j'avais envie de les tuer, quoi. J'ai peur de continuer après cette phrase. Qu'est-ce qu'on va comprendre sur mes parents? Mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant du coup qu'on n'avait pas forcément la même interprétation par rapport à ça. Par ailleurs, c'est aussi notre punchline. On les distribue un peu comme ça au fil de la conversation. Et je m'en excuse David parce que tu voulais peut-être créer des effets à chaque fois. Non, mais c'est pas grave, je sais ça marche très bien là. Les gens parlaient de... En fait, c'est une métaphore sur notamment peut-être la parenté, mais peut-être la paternalité en particulier, tu vois, de toxique, quoi, de dire, c'est quoi un père qui est... Et en fait, je pense tu vois, c'est un truc qui m'est pas forcément apparu au premier visionnage, un peu plus au deuxième, parce que aussi j'avais lu des choses là-dessus. Mais je trouve que quelque part, tout le talent et toute l'ambivalence aussi de ce talent qu'a James Cameron, c'est aussi de parfois comprendre en fait ces personnages-là. Et je sais que de nos jours, c'est un truc qui
fait pas forcément l'unanimité. On dit beaucoup qu'on devrait montrer les trucs de manière frontale, comme voilà, c'est horrible, voire même ne pas les montrer parce que pour éviter de reproduire des modèles, etc. Mais c'est vrai que moi, je me suis pas posé la question, tu vois. Je me disais, tiens, Jake, il leur parle comme à des soldats, et c'est vrai que c'est son passé d'être un ancien soldat, etc. Mais il a jamais été soldat dans le premier, tu vois, par exemple. Donc tu dis, pourquoi ça lui revient maintenant? Pourtant, il porte des armes, etc. dans le premier, mais il n'y a pas ce côté très directionnel. Pourquoi ça revient? Est-ce que c'est parce qu'il a peur, en fait, de perdre ses enfants, et comment cette peur-là s'exerce là-dessus? On pourrait débattre du côté un peu de la... Enfin, moi, je suis pas parent, en l'occurrence, donc je pense que t'as peut-être plus de choses à dire que moi là-dessus. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'accroches et de trucs qu'on peut creuser pour voir à quel point Cameron a voulu peut-être un petit peu, effectivement, parler de ce thème-là. Mais en fait, il le fait toujours en creux. Et je pense que c'est ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, tu peux voir le film en mode Jake, c'est le héros. Et c'est un héros un peu gun blazing. Et tu vois, il est un peu con, mais je veux dire, c'est le héros américain lambda quelque part. Il n'y a pas forcément de critique derrière. Et je trouve que les films de Cameron sont souvent brillants dans ce sens-là, c'est que t'as des mecs qui peuvent les prendre au premier degré et passer. En fait, je sais que pour beaucoup de gens, ça prouve peut-être que c'est pas très finaux. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a un truc d'assez fin et dans l'idée aussi de revoir un film et de le digérer différemment en fonction de ce que t'as vécu, en fonction du temps qui passe, comme je l'ai montré avec le premier film et ma propre expérience, pourtant limitée. Et ben, je trouve au final, ça parle beaucoup en sa faveur. Et ouais, le thème est là. Après, il est pas beaucoup. On conteste pas beaucoup l'autorité de Jake pour l'instant. Non. C'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences, mais en fait, le film est fait de sorte à ce que, en fait, quelque part, on coupe avant même qu'il puisse. On termine sur une scène d'enterrement, donc c'est quand même pas hyper joyeux. Mais il y a tout de suite, quelque part, tu vois, même cette idée de dire, ok, maintenant je sais qu'il faut que c'est le dernier bastion, c'est le dernier carré, je vais tout donner pour ma famille et tout. Il y a un truc très bizarre parce que tu te dis, en fait, a-t-il seulement compris? Parce que tu peux te dire, oui, il a compris qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu peux te dire aussi, ouais, mais il a de nouveau, encore une fois, recours à la violence. Et au final, son truc de vouloir fuir était peut-être pas si bête. Parce que Neytiri, au début, il est en mode, on va sur les dragons, on prend un arc et on leur pète la gueule, tu vois. Et le démon, donc le nouveau Quaritch, on le tue et c'est réglé, quoi. Et peut-être avait-elle raison, mais peut-être qu'au final, et c'est pour ça aussi que, comme tu l'as montré de ton côté, David, on peut interroger ce côté, est-ce vraiment si manichéen, quoi. Parce que à chaque fois que je prends un film sous un angle, je me dis, ah ouais, mais il y a cette petite nuance, cette petite scène en plus, qui fait que on voit qu'il y a 13 ans de taf derrière. Et pour accrocher à ce qu'on disait aussi sur ce que ça garde un petit peu secret pour l'instant, j'ai cru comprendre que le 2, en fait, au départ, était... je ne sais plus exactement ce que j'ai lu, mais que le scénario du 2, en fait, il a été complètement réécrit à un moment, parce que je crois que ça devait être... en gros, le 2, c'est le 2 et le 3, à la base, ou un truc comme ça, quoi. Et donc il y a vraiment un truc ils ont condensé, ou alors c'est l'inverse, c'est con parce que là j'ai pas le truc sous les yeux et je vais pas le retrouver, mais vous retrouverez peut-être pour moi. Mais ça aussi, je pense que ça amène ce côté un petit peu ambivalent dans le scénario de est-ce que il nous a tout montré, est-ce qu'on a vraiment tout compris, est-ce que Jake lui-même a tout enregistré. Et ça va être intéressant. Pour le coup, c'est vraiment ce qui me hype le plus par rapport au troisième. Je pensais pas, en voyant le film, me dire « Ah, j'ai hâte de voir le 3 ». Je me suis dit « Bon, là, cette fois, ça s'enchaînera plus vite et du coup, j'aurai moins à attendre et c'est cool ». Mais là, vraiment, ça a développé, par rapport à toutes ces questions-là, ça a développé une attente par rapport au troisième film. Mais c'est pour ça que je reviens sur cette idée de préquel, parce que moi, c'est pareil, je suis sorti du film, je suis pas sûr d'avoir apprécié Avatar 2, mais j'attends Avatar 3 à fond, parce que je veux voir jusqu'où il va dans... notamment dans le rapport à la paternité, je reviens à ça, mais Quaritch à la fin repart avec son enfant, son pseudo-enfant. Non, il repart pas, Spider, il reste avec avec les navis. Ouais. Ah, je m'en rappelle plus. En tout cas, de toute façon, il y a ce rapport-là, de toute façon, c'est amorcé à mort, tu sais que de toute façon, je pense que si... j'ai envie, quelque part, que Ye... il continue ce jeu de miroir entre Sully qui est un type monstrueux, mais c'est quand même un gentil, hein, donc il va falloir... il est acceptable, alors que Quaritch, oui, c'est le méchant, hein, tu comprends, il est là, il fait que sa vengeance, hein. D'ailleurs, il ne suit que ça. Hein. C'est-à-dire que l'humanité, elle lâche des tonnes de fric pour qu'un type aille faire la chasse à l'homme à un autre, alors qu'il pourrait décimer toutes les baleines de l'océan. Il se ferait tellement d'argent, quoi. Ce que je veux dire, c'est tellement teubé, ça. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse là-dessus, David ? Vas-y. Je sais pas si t'as vu
ce tweet exceptionnel que j'ai fait, exceptionnel, le mec s'envoie des fleurs, pardon, mais exceptionnel au sens parce que il est improbable et j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que moi qui pète un câble là-dessus, mais je ne comprends pas comment Hollywood place la barre des prix des choses dans les films. Ça ne veut rien dire, mais je vais donner 2 exemples qui vont vous aider à comprendre. Par exemple, un dinosaure dans Jurassic World Fallen Kingdom, je crois dans les enchères, genre, je crois qu'il commence à dire ouais, ça vaut 26 millions, tu vois. Et je suis en mode, mais en fait, 26 millions pour un dinosaure de combat, c'est juste ridicule, en fait, tu vois. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui le prix de certains trucs, ne serait-ce que de trucs de merde, genre un NFT, tu vois, je me dis, un dinosaure vivant qui peut combattre, ça vaut pas 26 millions. Et là, quand ils disent, ouais, rien que ces petites fioles de jus de cerveau de baleine, on va se faire 10 millions. Et j'étais en mode, alors peut-être que lui se fait que 10 millions dans l'opération, mais si ça arrête l'âge humain, on est d'accord que ça vaut plutôt 10 milliards en fait, enfin, oui, pour la compagnie qui l'aura. Donc en fait, je trouvais ça trop bizarre. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a une espèce de critique un peu chelou du capitalisme en mode, ouais, le mec voit sa part et il se dit 10 millions, c'est énorme, mais en fait... déjà, le truc vient de l'espace, donc c'est impossible que pour 10 millions, il rentabilise, tu vois, on est tous d'accord. Après, on sait pas c'est 10 millions de quoi, hein, ça se trouve, c'est 10 millions de Dogecoin, et dans le monde d'Avatar, ça vaut beaucoup d'argent. Mais j'étais très intrigué par ça, et vraiment, 2 fois dans le film, ça a vraiment fait tiquer en mode... c'est trop con, tu vois. Et je sais pas si c'est aussi un truc, tu sais, un peu méprisant de Hollywood en mode ouais, mais tu sais, le grand public sait pas ce que ça représente, donc il faut pas dire 400 millions, faut dire 20 millions, faut dire 10 millions, tu vois. Et en même temps, je suis en mode mais le grand public tous les jours, il voit bien qu'on rachète, tu vois, la Fox pour je sais plus combien, 70 milliards, enfin tu vois, tu te dis bah il y a des trucs maintenant dans notre monde qui prouvent que les choses sont très chères. Et c'est en cela que des fois Avatar c'est un peu de la mauvaise science-fiction, je trouve. Il y a une capacité à pas vouloir se projeter dans le futur qui est un peu des fois déroutante. Et j'étais quand même content qu'il y ait 2-3 concepts, notamment du coup cette escouade. Là c'est mon côté tactical qui parle une nouvelle fois, mais cette escouade d'Avatar, tu vois, je trouve que le concept de dire en fait c'est des soldats morts. Donc déjà quand même il y a un truc très bizarre. Il y a un truc très Kojima là-dedans. Les mecs sont fait cloner avant de partir en mission, ils sont morts, mais ils reviennent dans un corps qui est pas leur, mais avec une espèce de clé USB qui chargerait tes sentiments, et enfin tes sentiments, ta mémoire en fait. Et ça c'est assez ouf parce que c'est un truc qu'il n'y avait pas dans le premier film et qu'on pouvait considérer assez misanthrope en disant bah en fait quelque part c'est des navis qui ont raison et les humains en fait ils connaissent pas, ils ont oublié, tu vois, la beauté de la nature ou que sais-je, tu vois. Et même cette idée qu'on puisse s'incliner, tu vois, face à la mort comme le truc suprême et tout. Et après, quand t'as cet élément-là maintenant qui arrive dans le monde plus large d'Avatar, tu te dis ouais, effectivement, bah être connecté à un arbre, à tes ancêtres, est-ce que ça veut vraiment dire pour quelque chose pour une civilisation qui peut charger la mémoire dans une pile façon altered carbone à tout moment, tu vois. Alors après, peut-être qu'ils le font qu'avec les militaires et qu'en gros c'est sous le radar dans l'espace, etc. Mais j'ai trouvé que justement j'étais assez content qu'il y ait ces trucs-là aussi autour du personnage de Kiri, dont il faut vraiment qu'on parle, mais il y a énormément de choses qui ramènent un peu, tu vois, de mysticisme ou de vraiment de trucs un peu transhumanistes, tu vois, dans l'univers d'Avatar. Et je trouve que c'est assez cool parce que Cameron est quand même généralement assez bon pour inviter comme ça des peurs ou des technologies un peu modernes dans ses films. Et je trouve que dans Avatar, c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, ça m'a frappé en revoyant le premier, où je me disais, tiens, bon, il y a des mechas et tout, mais globalement, c'est une science-fiction assez sage. Alors que tu peux te dire que partir à l'autre bout de l'espace, une fois que tu sais faire ça, tu peux faire un tas de trucs et tu peux aller très très loin dans le délire. Et je saurais pas citer non plus, mais mon frère qui aime beaucoup Avatar m'a dit que notamment la façon dont ils imprimaient parce qu'ils impriment le bateau, c'est l'énorme bateau de baleinier là. La première fois que Quaritch visite la ville, déjà ils ont une ville aussi, ça aussi c'est du world building de ouf pour les suites, j'imagine. Mais et en fait ils impriment le truc sur une technologie d'impression 3D qui existe déjà de nos jours, mais où on sait déjà de nos jours qu'en fait c'est pas la plus efficace ni même la plus rentable. Et donc en fait il me disait qu'il y avait un truc un peu bizarre de ça n'osait pas aller trop loin dans la SF, mais on avait quand même 2-3 petits trucs à grignoter pour nous autres fans d'imaginaire, au-delà de, tu vois, est-ce que c'est un bon film ou pas. C'est vrai que moi j'aime bien trouver dans ces films gigantesques des trucs à bouffer, quoi, je le dis un peu vulgairement, mais c'est ça qui fait que par exemple j'ai beaucoup aimé tu vois, un film comme The Batman, qui est pas forcément le truc le plus révolutionnaire du monde, mais tu vois, que dans le traitement de la Batmobile, ou tu vois, juste le fait que Batman il ait ces espèces de petites
lentille, tu vois. Enfin, Ouais. je crois qu'il y a des trucs qui sont assez cool et qui restent et qui font, je pense, un film et font ou défont un film. Et c'est peut-être juste des fondamentaux ou un travail que tout le monde devrait faire, mais apparemment tout le monde ne le fait plus. Et du coup, je suis content quand on le revoit sur le devant de la scène. Mais ouais, ça revient à une de mes punchlines, donc je vais la cramer, c'est ma dernière. On est trop fort, vas-y, tire. Mais enfin, est-ce que c'est pas la SF la plus feignante? Parce qu'il a juste colorié des cultures différentes. Il a pris un crayon de couleur, il s'est dit, vert, ça sera des Maoris. Et les gens en plus, enfin, tu vois, il nous fait croire que donc pour faire passer ça, tu vois, il a pris des acteurs de différentes ethnies, tu vois, pour faire vraiment une culture, une nouvelle culture, une quoi. nouvelle culture. Ouais. Sauf que il y a certains comportements, les gars, ils sont full Maori ou Samoa, tu vois. Quand ils tirent la langue et qu'ils font, tu te dis, ouais, attends, tu me prends pour un idiot, quoi. Tu les as juste colorés en vert, là. Bah, c'est une question. Je pense que c'est peut-être la critique la plus valide qu'on puisse faire au film et à l'univers d'Avatar de manière générale. Je suis pas persuadé que ça soit comme beaucoup enfin, je sais pas beaucoup, mais en tout cas, je l'ai déjà entendu, une représentation mauvaise ou même, enfin, je vais le dire à l'antenne là comme ça. De manière assez candide, j'ai du mal avec le concept d'appropriation culturelle. En fait, j'arrive pas à comprendre quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête. Et j'ai beau lire dessus, je me dis, mais du coup, en fait, est-ce que ça crée pas ce truc de, au final, tu t'intéresses plus aux cultures des autres. Après, ce qui est assez étrange, c'est que, effectivement, Cameron prétend qu'il ne fait pas une copie de ses cultures tout en copiant ses cultures. En fait, et ça me gêne. Par contre, on est d'accord là-dessus. Et notamment, ça me gêne aussi quand il va pas forcément aussi dépasser. Enfin, il associe ça, peut-être pas consciemment, hein, je lui fais pas un procès d'intention, mais tu vois, quand tu reprends cette scène dont on parlait avec les deux femmes de chef qui se toisent et qui a ce truc très animal, tu vois, et je trouve ça un peu vulgaire, et surtout je me dis, bah en fait, du coup, tu les traites, ça fait un peu vision de, tu vois, colonialiste, tu vois, de sauvages, de femmes dangereuses qui protègent, tu vois, leurs propriétés et qui sont inquiétantes et qui ont des comportements un peu dérangeants ou bestiaux. Et en fait, ouais, t'associes des couches et des couches de trucs qui, certains vont pas, certains sont ok. Et en fait, parce que tu vois, bon, le fait qu'ils aient des tatouages maoris ou qu'ils fassent des tatouages sur leur baleine, je me dis, oui, bah après, voilà, c'est la culture du tatouage, justement. En l'occurrence, elle est commune à plein d'autres cultures, c'est ça qui est assez intéressant. Mais pourquoi aller à ce point aussi parfois jusque dans certains clichés? Et on voit qu'il y a des gens que ça embrouille. Et on m'a déjà dit, hein, j'ai déjà vu passer le truc sur les réseaux sociaux ou ailleurs, même des fois de vive voix, où les gens considèrent que les navis, c'est des animaux. Ils voient ça comme de la faune, en fait, tu vois, comme n'importe quelle panthère ou quelle baleine, tu vois. J'ai déjà des gens qui disaient, bah ouais, mais enfin, c'est des animaux intelligents, mais ça reste des animaux, tu vois, c'est pas un peuple. Alors que pour moi, ils sont full amérindiens, quoi. Toi, c'est plus un clin d'œil complètement. Quoi. Surtout qu'il y a des tribus. Oui, là maintenant t'as des tribus. Enfin, je veux dire, elles étaient déjà présentes pour le coup dans le premier, mais du coup il a poussé un peu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, on voit que ils ont les mains ou la queue qui sont palmées, que leurs yeux et leur apparence sont un peu différentes. Effectivement, il a pioché chez des acteurs d'ethnies différentes, et ça peut être intéressant, mais c'est jamais vraiment pour créer quelque chose de nouveau. Et ça, j'ai un bon pote à moi qui m'a dit, moi, qui est un gros fan d'imaginaire, et qui me dit, moi, c'est ça sur lequel je pourrais jamais valider, c'est-à-dire déployer autant de budget, et on revient à ce que je pensais à l'époque quand j'étais ado, tu vois, c'est-à-dire déployer autant de moyens pour accoucher de ça me paraît, enfin, je veux dire, au mieux, ça me paraît un peu dommage, et au pire, ça peut paraître, effectivement, soit, je pense, insultant pour les gens de ces cultures-là, ou effectivement un peu brouillon, quoi. Tout simplement, tu te dis est-ce que c'était pas plus intéressant? Par exemple, il met quand même en scène cette femme. Du coup, on sait qu'elles sont responsables un peu de la tribu sur ce côté très mystique / médecine, etc. Mais on la voit aussi se battre, Kate Winslet, alors qu'elle est enceinte et qu'elle ride son poisson volant, crocodile. Je ne sais comment on les appelle. Mais et du coup, je me disais, ça c'est quand même assez fort comme symbole, tu vois. Et d'ailleurs, je crois qu'il a fait une interview là-dessus où il explique, il dit oui, on parle beaucoup de female empowerment, mais
Genre en fait, ça passe par 3 répliques et après on refait la même chose. Et c'est assez marrant parce que lui, c'est peut-être pas les 3 répliques, mais il reprend quand même d'autres clichés. Ouais. Et par contre, effectivement, il montre une femme enceinte qui se bat en citant notamment que dans l'histoire, les femmes enceintes, effectivement, se sont battues, c'est arrivé, et on l'a oublié parce que maintenant on considère qu'il y a un truc un peu sacré là-dedans, mais que en fait, ça l'était pas forcément plus que ça dans certaines cultures ou à certaines époques. Et donc elle combat malgré la vie de son mari, et par la suite, lui ne va pas chercher à la protéger en particulier. Bon, on les voit plus trop, les deux, en l'occurrence, dans la bataille. On ne sait pas trop ce qu'ils ont pensé de tout ça. Mais il y a quand même quelque chose de fort là-dedans, qui pourrait aller plus loin. Moi, je me dis que le film serait quasiment le même si il arrivait parmi la tribu et que, je sais pas, on avait une tribu qui était matriarcale, tu vois, par exemple. Et où, en fait, l'autorité de Jake Sully est pas reconnue, mais celle de Neytiri, qui, elle, voulait pas fuir, l'est, tu vois. Et t'as un espèce de conflit qui pourrait se créer, qui pourrait montrer que, en fait, c'est pas forcément, sachant qu'en plus ça se trouve, les gens vont me dire qu'il y a plein de tribus natives américaines qui étaient matriarcales ou qui fonctionnaient sur d'autres principes. Je sais aussi par exemple que sur des questions de genre, je crois que c'est les peuples inuits et tout ça où il y a un troisième genre, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des choses, si tu veux t'inspirer de notre monde, qui peuvent amener des idées qui sont nouvelles pour notre monde et pour le monde d'Avatar. Et je trouve que là, ce qui est dommage, c'est s'inspirer de ça pour, en fait, effectivement, comme tu le dis, et je pense que c'est globalement valide comme punchline, en fait, oui, c'est des Maoris de l'espace, quoi. C'est difficile de leur donner, de te donner tort, pardon. Mais je pense que ça SF, c'est de l'allégorie. Le gars, il veut juste questionner notre monde, et il le fait à travers une SF douce, et c'est tout, quoi. Il a pas envie de faire autre chose, quoi. Est-ce que ce genre existe, la soft SF? Parce qu'il y a de la hard SF, donc... ouais. Mais parce que dans le premier, par exemple, le monde d'Avatar, c'était juste leurs arbres et tout ça, c'était juste des algues hors de l'eau, quoi. C'est-à-dire que là, dans le 2, ils sont de retour dans l'eau, donc ça c'est presque le milieu, c'est-à-dire que c'est presque moins exotique. Hein, oui. Il leur faut des baleines qui pensent, et ça c'est pareil, hein, c'est un peu trop facile, quoi. La baleine, ça y est, c'est l'espèce la plus intelligente, elle a décidé de pas se battre, sauf la baleine qui est là. L'héroïne du film, hein, qu'on va d'ailleurs voir dans le prochain, et ça a été annoncé, j'ai lu ça, j'ai lu un article tout à l'heure d'Empire qui racontait que la baleine revient, tu vois, la baleine avec la bouche de Predator. Mais génial, je crois que je crois que la baleine, c'est le titre du 4, c'est ça, c'est de Tulkun Rider ou un truc comme ça, ouais. Ah, j'en sais rien. Ouais. Enfin, Tulkun, c'est le nom des baleines de manière générale, mais la baleine a un nom, tu as raison. Oui, la baleine a un nom. Ouais. Et non, il annonçait qu'elle revenait, tu vois. Donc bon. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec ces baleines, c'est que c'est peut-être aussi un peu l'ambivalent, et c'est peut-être là où est l'originalité dans cette soft SF. C'est quand même ce truc très, je sais pas si le terme est correct, mais tu sais, très animaliste, tu vois, du côté, en fait, la nature a une espèce est détentrice d'un pouvoir et de vérité qui finalement ont que faire sont bien au-delà de la compréhension et de l'existence humaine, quoi. Et c'est déjà ce que il laissait entendre dans le premier film à travers le personnage de Sigourney Weaver, qui est persuadé qu'il y a dans la forêt quelque chose qui est de l'ordre du système nerveux, qui transcende les espèces, et ça c'est un vrai truc. Enfin, je veux dire, il y a des croyances, qu'elles soient religieuses ou New Age ou chelou, ou qui vont dans ce sens-là, qui pensent qu'effectivement il y a une vérité contenue dans la faune et dans la flore qui nous dépasse. Et qui dépasse même du coup les âges et d'autres choses. Et je sais pas si c'est un truc dans lequel je crois dur comme fer, mais je pense qu'il y a une forme de réalité là-dedans, et il pousse quand même très fort dans cette direction à travers le personnage de Kiri, qui confirme quasiment à elle seule qu'il y a effectivement une sorte d'entité, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce que d'ailleurs ils l'appelleront magique? Est-ce qu'ils l'appelleront une déesse? Est-ce qu'ils l'appelleront genre le système nerveux de la forêt? Enfin, peut-être que les visions vont varier, mais c'est vrai qu'on sait que elle, du coup, elle peut contrôler. Enfin, c'est une sorte de, comment dirais-je, de psyker pour les fans de Ward, mais ouais, c'est un chaman, quoi. Et j'aime bien du coup que ça soit joué par cette idée complètement loufoque que Sigourney Weaver va jouer la fille de son personnage née faudrait qu'on parle de ça d'ailleurs, parce que il y a des théories sur le sujet, mais née d'on ne sait où, mais en tout cas, elle est là. Et en fait, je trouve que au départ, ça m'a un peu gêné d'entendre sa voix d'ailleurs,
Mais par la suite, je me suis dit c'est super bien parce que c'est vraiment un personnage qui est censé justement être un peu à part et être en décalage. Et effectivement, cette voix et le fait que du coup Sigourney Weaver l'incarne jusque dans les mimiques, etc., pour lesquels on la connaît, bah, je trouve que ça rend le truc assez bizarre mais assez fascinant. Et je me dis qu'effectivement, ça peut aussi impliquer d'autres trucs de SF qui seraient intéressants, de se dire, est-ce que c'est seulement sa fille? Est-ce que c'est une réincarnation? Est-ce que c'est une sorte de clone? Parce que, tu vois, t'as employé le mot clone pour l'avatar de Quaritch, mais c'est pas exactement un clone, donc au sens propre du terme. Donc c'est assez intéressant, ces petites questions-là, et je pense que c'est peut-être je m'y accroche peut-être un peu trop, parce que j'en ai besoin pour, en tant que fan de SF de manière globale, pour aimer le film. Mais c'est vrai qu'effectivement, en-delà de ça, c'est un film qui pousse pas aussi loin qu'il pourrait le faire. Et je pense que là, il a annoncé, je crois, qu'il y aurait l'élément du feu et 2 autres tribus dans le prochain film. Et du coup, tu dis, c'est assez quand même procédural, quoi. Tu vois, c'est à chaque film, c'est sa petite tribu, son petit élément. Et tu te dis, c'est sympa, mais peut-être qu'à un moment, il faudrait effectivement sortir peut-être de la... T'as dit quoi? T'as dit allégorique, ouais, c'est ça, de l'allégorie, quoi. Et il faudrait peut-être sortir de ça, je sais pas. Visiblement, c'est pas ça qui l'intéresse. Il refait quasiment le même film, il reprend les mêmes thèmes, il reprend les mêmes personnages, les personnages qu'on pensait disparus reviennent d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vrai que je m'attends pas à ce qu'il aille faire péter le cadre comme je l'aurais aimé. Peut-être pour les 4 et 5, j'ai cru comprendre que de toute façon, à partir du 4, on serait justement qu'avec les enfants. Donc là, c'est beaucoup de déclarations qu'il fait de ouf par rapport à la promo du film, mais pendant 13 ans, on n'a rien su en fait. Donc là, ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et j'ai été vérifié quand tu parlais tout à l'heure, désolé, mais je t'écoutais, promis, que effectivement, le Avatar 2 était au départ Avatar 2 et Avatar 3. Ouais. En termes de script. Donc du coup, effectivement, je pense que ça nous réserve quand même quelques surprises, tout ça. Et là, je pense que le truc, c'est que je vais recouper pas mal de ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que, et ce sera sans doute ma dernière punchline, après je t'en laisserai plein, est-ce que c'est pas un film écrit par un enfant ou pour des enfants? Parce que le truc de la baleine, par exemple. Mm-hmm. La baleine, quoi, c'est un garçon qui devient ami avec une baleine et la baleine le comprend. Franchement, c'est le rêve d'un gosse, tu vois. Tu disais animalisme, c'est plus qu'animalisme, quoi. C'est vraiment l'esprit magique d'un enfant, tu vois. C'est-à-dire que bien sûr. L'animal me comprend. Et en plus, cet animal-là, il est tellement intelligent qu'il devrait être dans sa sphère de compréhension du monde. Comme nous, dans la réalité, on a chacun notre propre sphère de compréhension du monde. Voire, on voit des choses, les animaux voient d'autres choses, voient plus de choses, par exemple, les ultraviolets pour X raisons. Mais non, là, cette baleine, elle le comprend, et ils se comprennent, et ils sont devenus amis, ils sont trop potes, quoi. C'est génial. C'est en ça où je trouve qu'il y a une naïveté dans Avatar, et je trouve qu'elle est là. Elle est dans le fait que il nous dit quelque chose, il nous fait une allégorie sur, regarde-moi, c'est pas les Indiens, hein, ils sont bleus. Hein. Regardez, c'est pas des Maoris, hein, ils sont bleus. Oh, regardez, les humains, ils sont vraiment méchants. Hein. Oh là là, disons, il y a un vilain méchant qui est devenu bleu. Et peut-être que lui, on va voir qu'il est peut-être pas si méchant que ça, mais si, peut-être que si. Mm-hmm. Donc je trouve qu'il y a beaucoup, j'ai l'impression que c'est un film à destination des enfants. Et on rejoint aussi cette idée de Star Wars, où George Lucas disait Star Wars, c'est pour les enfants. Et d'ailleurs, c'est tellement pour les enfants qu'il y a un rapport avec le corps des femmes qui est assez étrange, c'est qu'elles ont des coquillages super bien posés tout le temps, sur chaque scène. C'est incroyable. Ouais. Très très fort. Mais je pense que pour pas mal de raisons qu'on a évoquées, mais effectivement ce que tu dis aussi dans le côté de léguer une grande saga et de créer un monde dans lequel on pourrait habiter et passer un message, transmettre une allégorie, c'est évident qu'il faut que ça fonctionne aussi pour les enfants. Après, la question généralement quand on est sur un plateau de télé un peu moyen, c'est oui, mais est-ce que les enfants vont voir des films de 3h12 ? En fait, les enfants n'ont pas tous 5 ans. Il y en a qui sont des enfants, mais qui sont un peu plus vieux et qui peuvent peut-être aimer ces films-là ou les découvrir d'autres manières. Mais oui, je pense que aussi par rapport au fait que les personnages les plus intéressants les plus présents sont les enfants, ça ne trompe pas. Après, je pense qu'aussi pour un père qui est, je ne sais pas quel âge a James Cameron, mais je pense qu'il est pas loin des 70 ans, qui a eu beaucoup d'enfants, qui a eu beaucoup de femmes, qui a eu une vie assez trépidante de ce point de vue-là. D'ailleurs, je crois que ses enfants ont dit
ils se sont un peu moqués de lui en disant t'as pensé que t'avais fait une version de nous par rapport à tel ou tel personnage, mais tu nous as toujours pas compris. Et lui il disait c'est pas très grave, c'est ma façon aussi de le faire de manière assez cathartique et de parler tout ça. Donc je pense qu'effectivement, je ne sais pas si c'est à destination des enfants à 100%. En tout cas, il est certain que ça parle d'enfants, et avec effectivement cette candeur, cette absence de cynisme, si on veut le dire autrement, qui est aussi assez caractéristique des enfants. Je pense que le cynisme, c'est un peu le monde des adolescents, quand on se rebelle, puis le monde des adultes qui ne veulent plus croire, etc., quoi. Et forcément, l'exemple de la baleine, il est hyper touchant. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime. J'aurais aimé avoir un ami baleine, c'est certain. Mais il y a un truc... il y a d'autres trucs intéressants autour de ces créatures-là, et aussi, effectivement, d'imaginer que effectivement, elles ont les mathématiques, elles ont d'autres trucs, enfin, leur cerveau est capable de concevoir tout ça, et de parler, parce qu'en fait, ils se parlent. Alors, ils leur répondent en langue des signes, mais ça veut dire qu'ils l'ont appris à un moment, et que peut-être génétiquement, ils la possèdent, ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ça, c'est des trucs de SF aussi qui sont intéressants. Effectivement, on est encore une fois un peu plus dans l'allégorie, et c'est pas non plus ultra présent dans le film, mais c'est vrai que j'étais très choqué, parce qu'au départ, j'avais l'impression que, la première fois que j'ai vu le film, j'avais l'impression qu'en fait, il parlait... comment il s'appelle, c'est Loak, le garçon, ouais c'est ça, c'est Loak, ouais. Du coup le fils de Jake, Loak, parlait à la baleine, et qu'en fait il pensait qu'elle lui répondait, mais qu'elle ne lui répondait pas, car c'est un animal en fait. Et après, quand t'as la scène où tous les clowns reviennent au village, tu vois qu'il y a des sous-titres quand elles parlent, les baleines. Et là, j'étais, ok, donc elles parlent vraiment, en fait, parce qu'au début, il n'y a pas les sous-titres. Ouais. Et donc, au début, tu peux encore avoir cette idée de, non, elle ne parle pas, c'est juste une croyance, effectivement. Mais ça aurait peut-être été plus intéressant. Mais ça aurait été, du coup, peut-être plus réaliste, plus terre-à-terre, et effectivement, je pense que on serait plus dans cet émerveillement. Ce que je pense, c'est vraiment le mot avec lequel je définirais non seulement ce film, mais aussi cette franchise, c'est que il veut vraiment nous ramener à cet état d'émerveillement quasi permanent de la nature, les animaux, se retrouver en tant que famille, en tant que culture, en tant que peuple et tout, tu vois. C'est pas que l'émerveillement face à la nature, même si c'est ce qui est dominant. Et c'est plus trop où j'allais avec ça, mais très clairement, je pense que c'est quand même beaucoup pensé... dans ce cycle de vie qui laisse beaucoup de place forcément aux enfants qui sont le futur, à un moment où Cameron, qui du coup est plutôt un vieux monsieur, s'interroge sur peut-être qu'est-ce qu'il va laisser, qu'est-ce qu'on laisse au monde aussi. Il a des phrases qui sont pas toujours tendres, il a des déclarations avec lesquelles on peut être d'accord ou non, mais je trouve savoir qu'un mec de cet âge-là continue à faire des espèces de grandes sagas, des grandes fresques autour de ses interrogations, ça, quelque part, ça me rassure, et qu'ils veuillent passer le flambeau aux enfants, narrativement parlant, dans les prochains films, ça prouve bien qu'ils vont être intéressants. Est-ce qu'ils vont grandir beaucoup ? C'est la question, parce que vu qu'ils voulaient tout filmer d'un coup, je crois que c'était pour éviter cet effet Stranger Things, comme il l'a appelé, d'avoir des adolescents qui ont 22 ou 25 ans. Donc je me dis qu'à mon avis, l'écart entre les films dans l'univers d'Avatar sera peut-être pas aussi important qu'il l'a été entre le premier et le 2. Donc ça se trouve, ils seront peut-être pas si grands que ça, mais ça peut être intéressant. Je ne sais pas si par exemple on aura une 3e génération, tu vois, un peu à la Star Wars. Justement. Je sais pas. Alors, est-ce que toi, il te reste des punchlines, des choses sur lesquelles tu veux rebondir ? Parce que je crois qu'on a quand même fait pas mal le tour sur le film. On a fait pas mal de trucs, hein, j'ai l'impression. Est-ce que j'avais des punchlines ? Je crois que j'en avais plus, parce qu'on en a sauté pas mal en parlant de ça. Et oui, effectivement. En parlant de ça. En parlant de tout ça, je devrais dire plutôt. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul sujet. Mais je sais pas, est-ce que toi, du coup, justement, c'est pas vraiment une... Là, pour le coup, c'est pas vraiment une punchline, je voulais peut-être plutôt ouvrir vers d'autres choses, et qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre ou non par rapport à la suite, quoi, parce que je crois que le prochain s'appelle The Seed Bearer, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vraiment le porteur de graines, je sais pas comment ils vont traduire ça. Et du coup, on peut vachement s'interroger sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Il me semble personnellement que ça a un rapport à Kiri, parce qu'on a parlé de la paternité, mais le film parle beaucoup de la maternité aussi, comme comme d'autres films de James Cameron, Terminator et Aliens en particulier. Mais je veux dire, l'idée que du coup il y a eu un enfant, Kiri est l'enfant du personnage de Sigourney Weaver, mais on sait pas vraiment comment elle est née. Jesusa, ouais. Plein de... Hein ? Tu dis quoi ? Jesusa, c'est Jesusa. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est. Non, mais effectivement, t'as le côté un peu
prophète potentiellement par rapport à toute la nature d'Avatar, forcément qui interroge. Mais je trouvais ça intéressant d'imaginer que bah voilà, est-ce que c'est Sigourney Weaver qui aurait voulu être mère à un moment et que comment dirais-je, sa grossesse soit transférée à son avatar. Enfin en fait il y a je trouve que ça amène plein de questions, que ça soit scientifique ou mystique, qui ramènent un petit peu de mystère à cet univers qui jusqu'à présent était quand même assez terre à terre en fait. Oui, c'est merveilleux, mais ça reste la beauté de la nature sur une autre planète. Mais ça reste la nature, elle a quelque chose d'assez intriguant, mais elle n'était pas magique. Là, désormais, avec ces animaux, et avec un personnage comme Kiri, on sait que la nature, elle est magique. Enfin, il y a un truc de l'ordre de la magie, je sais pas si tu me suis. Ouais, mais complètement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est moi, si je suis ressorti du film en me disant, ouais, ok, tout ça pour ça, je suis quand même ressorti du film en me disant, je veux absolument voir le 3, pour Kiri notamment, parce que tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a montré, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, c'est vraiment des choses où tu te dis, ouais, s'il va jusqu'au bout, peut-être que ça va être intéressant, parce que t'as l'impression que son intrigue, là, cette espèce d'intrigue secondaire, il nous la montre, il nous montre des petits éléments, et il te dit, bah, c'est peut-être ça l'histoire que je vais raconter. Ouais, clairement. Et moi, ça m'intéresse, parce que limite, elle est plus intéressante que Sully. Moi, il m'a saoulé, quoi, qu'il meurt, quoi. Ce que je veux dire, il m'intéresse pas. Il y a un truc qui est intéressant, je ne sais pas, il a pas dit quand exactement, je crois, mais il a dit qu'en fait, à partir d'un certain film, je dirais plutôt le 4 en l'occurrence, mais du coup, ce serait la voix de Loak. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce que tu disais, James Cameron, il a une manière de raconter des histoires, et il y a un truc qu'il fait dans Avatar qui se fait plus trop de nos jours, et particulièrement pas dans les blockbusters, c'est qu'il y a une voix off qui est ultra présente. Ouais, et je me souvenais plus de ça. Daté, ça. Et surtout dans la version longue, et ça fait effectivement hyper daté. Et dans le deuxième, la voir aussi à ce point, c'est assez ouf, y compris pour expliquer un peu façon à la poursuite d'Octobre Rouge, pourquoi à quel moment on commence à comprendre les personnages en anglais. Génial, j'aime bien ce genre de moment, j'avoue, moi aussi. Mais ouais, du coup, je trouve ça marrant qu'il ait déjà annoncé qu'à partir d'un certain film, ce serait Loak qui reprendrait du coup la voix off, ce qui est assez logique par rapport au destin de ce personnage dans le film. Mais j'aurais trouvé ça intéressant que peut-être dès le 3e, on ait les voix off de plusieurs personnages, sans forcément aller dans le côté casino de Scorsese, tu vois, avec tous les personnages qui ont leur voix off, mais je trouve que ça pourrait être super intéressant, et peut-être ça aurait même été intéressant dès ce film, pour que, malgré sa relative absence, un personnage comme Neytiri donne l'impression d'être de douter, quoi. Ouais. Et là, en fait, on a un peu l'impression qu'elle s'écrase. Mais comme Quaritch, donc je sais pas. Le nouveau Quaritch, j'aimerais bien avoir sa voix off, parce que peut-être qu'il donnerait beaucoup plus de matière au personnage, parce qu'au final, ouais, super, c'est le méchant de service, voilà, il poursuit les gentils, et il a une espèce de dualité entre ce qu'il est, c'est-à-dire cet avatar nouvellement créé, nouvellement né, et les souvenirs d'un homme dont il dit lui-même que ce n'est pas lui, tu vois. Alors qu'il a une espèce de... Tu sens qu'il souffre quand il a vu la mort de cet homme-là, c'est-à-dire que, tu vois, il y a une espèce de dualité, et ça, c'est super intéressant, et peut-être que d'avoir une voix off... Ouais, ça pourrait être super cool. Ça pourrait être intéressant, tu vois, de pouvoir comme ça avoir plus un patchwork de narration que une focalisation sur Sully, parce qu'au final, c'est pas forcément déjà dans le premier, c'était pas forcément le personnage le plus intéressant. Dans le 2, c'est pas le personnage le plus intéressant non plus, quoi. Mais ça a toujours été un personnage fonction, ça pourrait être une punchline, tu vois. Au final, est-ce que c'est pas une franchise avec les pires personnages? Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'était sa fonction, je pense, dans le 1, il y a même, je pense qu'on pourrait presque faire une théorie autour du fait qu'il est ultra générique, comme certains persos de jeux vidéo peuvent être ultra génériques, tu vois, en disant oui, c'est ton avatar, au sens vraiment tu peux t'identifier. Alors en plus, même ce qu'il avait de générique par rapport, enfin de pas générique, c'est-à-dire qu'il était invalide, qu'il était handicapé, il avait perdu ses jambes, ça disparaît assez vite dans le film, c'est-à-dire que en gros après, une fois qu'il peut récupérer ses jambes quelque part, son identité on oublie, et surtout c'est pas questionné, c'est-à-dire c'est pas du tout interrogé. Tu pourrais avoir une réflexion sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être handicapé, qu'est-ce que c'est de devenir valide, est-ce que question qui revient un petit peu, j'ai l'impression, par rebond avec le personnage de
de la baleine, justement, qui est elle-même invalide et qui, du coup, est mise à l'écart. Tu vois, oui, mais elle est mise à l'écart parce que elle a eu recours à la violence, et la violence pour ces baleines, c'est quelque chose de prohibé, et donc c'est quelque chose qui mérite le bannissement. Elle est mise au banc de cette société. N'est-ce pas un peu ce que... Alors, du coup, la métaphore, c'est peut-être pas forcément autour du handicap, mais je veux dire, des fois, t'entends des arguments du style, bon, bah, les gens sont à la rue, mais c'est parce qu'ils l'ont bien cherché. Lui, il s'est fait borgner par un LBD, mais bon, il avait qu'à pas être là, quoi. Tu vois, il avait qu'à pas être là, tu vois. Donc, je me disais qu'on pouvait y voir des choses comme ça, mais je suis d'accord avec toi, c'est plutôt la violence qui est mise en cause. Mais ouais, c'est vrai que c'est en tout cas un truc sur le handicap qui était pas forcément, et qui était aussi, je pense, une des questions très intéressantes autour du premier film, qui est, bah, du coup, vu que là maintenant de toute façon Sully a changé de corps, y a plus trop ça, les questions que, mais je pense qu'il y a quand même un rapport au corps qui est intéressant à travers Quaritch, et qui lui, du coup, dans le premier film était aussi ultra caricatural, encore un personnage fonction, mais très camerounien quand même, très à la fois il est détestable, mais il y a quand même un côté, moi j'avais oublié à quel point, ou alors c'est juste je deviens vieux et j'ai trop travaillé sur une certaine licence ces derniers temps, mais je veux dire, je le trouve extrêmement cool, Quaritch. Genre, je me souvenais pas qu'il a un charisme de ouf, quoi. Et c'est ça. Alors que, mais tu sais, cool dans ce côté vraiment vieille Hollywood de, bah ouais, des bidasses dans fucking Aliens, quoi. Genre vraiment, il y a cette passion pour le bidasse de cinéma qui ne ressemble pas du tout. Enfin, et là, même là, le commando, je trouve, de Quaritch, des RICOM, là, je crois qu'on les appelle. Genre, je trouve, c'est pareil, ils ont tous des dégaines de dingue, tu vois, alors que tu te dis, c'est quand même ultra chelou de dire, je vais mélanger le côté, justement, SF militaire avec, justement, l'animalisme, je vais m'attacher à un dragon par les cheveux et ça va le faire. Et, mais je trouve que du coup, la squad a cette espèce de présence super inquiétante, et je me suis vraiment posé la question, parce que je me dis, c'est une espèce de super soldat, quoi, très bizarre. Et du coup, tu te dis, mais c'est quoi leur avenir dans la franchise? Ça aussi, ça, je crois qu'ils leur avenir dans la franchise, ils sont morts, quoi. Ce que je veux dire, ils étaient vraiment des sacs à PV. Hein. C'était des gens qui étaient posés là pour mourir très vite. Non, mais Quaritch, sauf Quaritch. Mais Quaritch, c'est Quaritch qui lui est vivant, quoi. tu vois. Bien sûr, mais du coup, j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres. Ils vont peut-être. Enfin, j'imagine que du coup, si tu refais un corps et tu recharges les souvenirs au même moment, enfin, tu peux faire des clones à l'infini. J'ai d'ailleurs pensé à un moment qu'il allait vraiment mourir dans chaque épisode, Quaritch, et qu'il y aurait une espèce de méta-truc sur le fait qu'il s'en rappelle au bout d'un moment, parce que justement la mémoire que contient la nature est supérieure à la mémoire qu'on lui met à l'arrière du crâne. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, et c'est un peu comme si même les avatars créés par les humains pouvaient être détenteurs d'une vérité que des avatars, des navis natifs pouvaient eux aussi comprendre. Mais par contre, pas des humains comme toi et moi. Mais ça, je trouve que c'est intéressant. C'est ce qui est questionné un petit peu, c'est ce qu'on peut sous-entendre dans le personnage de Kiri. C'est-à-dire que, à cause de ses mains, on sait que c'est un personnage hybride. Oui. Mais tout d'un coup, tout le monde la regarde comme si elle connaissait... Alors, soit comme si elle était une autiste, c'est-à-dire qu'on pourrait voir cette corrélation-là. Mais je pense pas que c'est là où il va. Je pense que c'est surtout quelqu'un qui a comme ça une espèce de rapport au monde, de connaissance à une vérité qui pour le moment la rend malade presque. C'est-à-dire que lui cause des crises soit de panique ou de quelque chose d'un peu étrange. Mais c'est ça, quoi. Ce personnage-là, il a... je sais plus où je vais, mais en tout cas, je sais que ce personnage-là, c'est là où il va. Oui, non, mais je pense que les gens comme moi t'ont suivi, et elle voit un peu les fils du monde, les fils un peu invisibles, tu vois. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a même cette scène qui est très belle, tu sais, où elle observe juste le sable et qui dure assez longtemps. C'est une super belle scène. Et j'adore aussi ce personnage-là que je trouve très curieux. C'est forcément un peu plus d'affect pour le côté un peu, tu vois, genre militaire, bon, méchant, mais pas trop de Quaritch. Mais je trouvais qu'Eri aussi a vraiment fini par gagner mon cœur, surtout au deuxième visionnage, parce que je me suis vraiment attardé à tout ça. Et je trouve d'ailleurs c'est très intéressant, parce que depuis tout à l'heure, quand on évoque tous les sujets que brasse le film, et je trouve que c'est aussi ça aussi ça fait briller, je pense, le film. Ouais. J'ai pas vraiment l'impression que je parlais de manière autant élogieuse du premier film, et je pense que même si je le trouve très bien aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il brassait quand même autant de trucs. Mais il y avait ce côté préquel aussi dont tu parlais, donc ça amorce beaucoup de choses, donc c'est normal qu'on en parle. Je pense que ce film, c'est ça, c'est-à-dire qu'il t'a montré tellement de choses, il t'a dit, regarde, peut-être que je vais aller dans cette direction-là. D'ailleurs, notamment sur le rapport à la violence, c'est-à-dire que tu sens que c'est un thème, je sais pas où est-ce que va aller Cameron là-dessus,
Mais moi, je me suis posé la question de savoir s'il allait pas chercher à dire les humains ont une société violente, les navires ont une société violente. Regardez, ces baleines ont rejeté la violence. Oui. Et tout d'un coup, t'as l'impression que ce thème est comme ça entremêlé à l'intérieur. Et je sais pas, tu sais pas trop qu'est-ce que Cameron va en faire, mais j'aimerais bien qu'il en fasse quelque chose dans les prochains films et qu'il peut-être désamorce aussi le rapport à la violence qui a été aussi sa manière de filmer. C'est-à-dire que, à part Titanic ou peut-être seulement Titanic, c'est documentaire peut-être. Il a toujours mis en scène la violence. Ouais, d'ailleurs c'est une critique que je ne connaissais pas et sans doute je ne la connaissais pas parce que l'aspect tactical que j'ai cité maintenant 2 fois a fait que, mais que apparemment il est beaucoup connu, je veux dire en tout cas aux États-Unis, etc. Et j'ai revu énormément d'articles faire des liens sur toute sa filmographie, sur le fait que c'était un gars qui glorifiait les armes, etc. Et c'était une critique que j'avais jamais entendu, en tout cas en tant que genre James Cameron, ce mec-là en particulier. C'est-à-dire que Hollywood, les films d'action, etc. Ok, mais je le voyais pas lui comme un coupable, tu vois, majeur de ce truc-là. Et forcément, bon, j'ai revu un peu, enfin, tu vois, j'ai rembobiné la cassette et j'ai fait ouais, effectivement, beaucoup. Et en même temps, je trouve ça assez curieux parce que ces films sont globalement, on parlait beaucoup d'ambivalence tout à l'heure, mais je pense que globalement, on sait que ces films sont plutôt font plutôt montre, tu vois, de quelqu'un qui réfléchit et qui malgré la violence qu'il met en scène questionne et où elle va, etc. et sur quoi elle débouche. Mais c'est vrai que ça intrigue beaucoup, ça peut être un des grands thèmes majeurs de la suite de la saga. Et ce que je voulais dire, ça s'applique pas tellement à ce thème-là, mais beaucoup d'autres thèmes sont souvent vus par ce prisme que je trouve très rassurant. C'est-à-dire, à la fois, il peut avoir du mysticisme qui est beaucoup développé dans ce film-là, alors qu'il était peut-être, même par Jake lui-même, tu vois, passé sous silence, en mode, bon, il y a des trucs magiques dans la forêt, mais ouais, tu vois, par exemple, les espèces de petites méduses qui viennent, enfin, aériennes qui viennent se poser sur lui, tu vois, on n'a jamais forcément su trop pourquoi, mais il n'y avait pas beaucoup, je trouve, de cette partie magique a vachement été développée dans le 2e film. Et bizarrement, il y a toujours un contrepoint scientifique à tout ce qu'il amène. Et donc, notamment, quand Kiri a ses crises, nous, on sait qu'elle voit sa mère et qu'il y a tout un truc autour de ça et tout. On sait qu'elle peut diriger les créatures d'un geste de la main, pour le coup, comme si elle se connectait à travers la force. Encore un parallèle. Mais les scientifiques humains disent, bah oui, c'est une crise d'épilepsie et les épileptiques font ils ont des scènes où ils délirent, où ils vont avoir effectivement des espèces de flash, de vision, quoi. Et donc en fait, c'est un peu comme si le film, pour l'instant, voulait pas répondre, ou s'il allait continuer. Et limite, ça serait peut-être intéressant de dire, bah, t'es dans une ESF où on sait pas. Et en fait, face à la nature, certains peuvent s'incliner et partir du principe que c'est mystique, c'est magique, et d'autres vont essayer de comprendre, mais pas toujours vont réussir à comprendre. Et je pense que ça pourrait être assez cool. Et je pense que la violence est forcément déjà interrogée par le film à partir du moment où l'aîné de la famille meurt. D'ailleurs, ce qui, je crois, c'est un cliché quand même hollywoodien assez horrible de, tu sais, le mec qui a pris une balle sans que tu vois. Mais je trouve que la façon dont il rebondit dessus est assez intéressant. Je trouve par contre Jake horriblement injuste avec son 2e fils à ce moment-là, tu vois, comme si c'était de sa faute, tu vois, tu te dis effectivement à ce moment-là, je pense tu peux plus être du côté de ce perso, même quand tu t'identifies au père, tu te dis ouais non quand même là c'est chaud, frérot, calme-toi quoi. Et mais par ailleurs, je trouvais ça super intéressant, je l'ai vu que la 2e fois, c'est que il y a un moment où le film peut se terminer sur un truc pas pacifique, mais où ils ont tous les deux lâché leurs otages. Ouais. Et du coup, t'as Quaritch qui dit ouais je te trouverai et tout machin. Et qu'est-ce que fait Jake ? Il fait exactement ce que fait Loak depuis le début du film. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a l'opportunité de partir et de mettre sa famille à l'abri, son frère à l'abri, son grand frère, ou d'écouter son grand frère, d'écouter entre guillemets la raison, il le fait pas. Et en fait, je trouve que c'est limite là, en te le racontant, alors que c'est que thématique, visuellement la scène n'est pas forcément incroyable, mais tu sais, il y a vraiment ce truc de Sam Worthington qui, je trouve, est bien meilleur d'ailleurs dans ce film-là que dans le premier. Enfin, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé beaucoup plus habité par le perso. Je crois qu'il a vécu pas mal de trucs et je trouve que ça se sent qu'il a vécu des trucs en tant que personne et que c'est bien investi dans le rôle. Et il a ce truc de OK, let's go, ou je sais plus ce qu'il lui dit à Quaritch. Et du coup, tu dis, mais mec, enfin, ça y est, c'est fini. Genre là, la bataille est finie. Tu peux partir avec
avec pas tes deux fils parce que c'est trop tard. Mais je veux dire, il a failli mourir du coup en fait en faisant ça. Il a failli mourir, donc ils ont failli perdre un père et ils ont même failli perdre la mère et une des filles parce que ça a entraîné dans sa violence, il a entraîné tout ça. Et c'est assez marrant de se dire, il est ultra hostile envers son fils qui finalement lui ressemble. Alors que Neteyam, qui est décédé, était entre guillemets l'élu au sens où lui était meilleur, quoi, en fait, avait dépassé et tenait peut-être plus de sa mère. Enfin, je suis pas parent encore une fois, mais je pense qu'on voit peut-être beaucoup de métaphores ça autour de la parenté, de dire moi-même, enfin, en tant que donc je ne suis pas parent, mais du coup je me dis souvent je serai jamais comme mon père. Puis après je vois que je réagis comme mon père et je me dis en fait, est-ce qu'on peut vraiment y échapper à ce truc-là, tu vois, et je trouve ça intéressant que bon, c'est des choses dont on a beaucoup parlé. Peut-être que maintenant, il faudrait aussi parler de maternité, mais il y a Denis Villeneuve pour ça, il y a d'autres réals. Mais je trouve que c'est intéressant que le film, tu vois, aille enfin, ait développé à ce point ces thèmes. J'espère juste, du coup, qu'il saura les emmener vers une autre direction, comme tu le disais, les questionner. Parce que je pense qu'il y a un gros risque, connaissant Cameron aussi, que ça disparaisse et qu'on passe à autre chose tout de suite. Tu sais qu'on ait d'autres thèmes. Et ce serait un peu un film, un thème, tu vois, en gros, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il a tellement amorcé de choses que s'il les abandonne, j'ai l'impression qu'il abandonne Avatar, quoi. J'ai l'impression que, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est son œuvre maîtresse, il veut laisser il crée son univers, il est en train de régler presque ses affaires à travers ses films. Régler, je pense, son propre rapport qu'il a eu avec son propre père. C'est-à-dire que j'avais lu donc une biographie de lui qui disait que son père c'était pas quelqu'un de très expansif. Et c'est ce qu'on retrouve à travers Jack Sully. Et je pense qu'il est en train de régler certaines choses à travers ses films, notamment en reconvoquant ses acteurs des précédents films et tout ça. J'ai l'impression que c'est ça et j'espère qu'il va pas, comme tu le dis, abandonner un thème pour dire voilà, c'était le thème de la violence dans le second et hop, on passe à autre chose. Là, ça va être le thème du feu, ça va être trop génial. Il va y avoir des navis méchants là cette fois-ci. Vous allez voir, le manichéisme, attention, je vais lui donner des coups de latte, quoi. Non, j'espère qu'il va quand même continuer à travailler notamment sur le rapport à la paternité toxique, ce rapport à l'enfance, comment un enfant peut se construire contre son père et qu'il n'est pas tenu, il n'y a pas de déterminisme. C'est pas parce que tu es l'enfant de ton père que il y a un déterminisme qui fait que tu seras ton père. C'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. Et j'espère que c'est ce qu'il va questionner. J'espère aussi, et je trouve que c'est sur cette note optimiste que nous pouvons peut-être conclure ce podcast, je ne sais pas. Exactement, on va conclure donc le podcast. Est-ce que tu as une actualité à nous partager là, un truc prochain cette année je vais avoir une grosse actualité parce que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que il y a bientôt 2 ans maintenant, j'ai commencé à taffer de manière un peu plus créative en tant que narrative designer / writer, en gros scénariste dans le monde du jeu vidéo. Et cette année, j'ai les 2 premiers jeux sur lesquels j'ai travaillé officiellement, parce qu'avant ça, je travaillais plutôt du côté du marketing dans le jeu vidéo déjà, mais du coup sur le côté, des fois même, j'avais pas le droit, mais sur mon temps de travail, je taffais sur les trucs qu'on me donnait à côté, type relire la Bible du prochain jeu, ajouter des persos, écris-nous un perso français crédible, etc. Ce genre de choses que j'ai pu faire pendant un temps. Donc là, cette fois, c'est officiel. Et du coup, les jeux, c'est l'adaptation en jeu vidéo de Goldorak et Aliens Dark Descent, qui est un tactical dans l'univers d'Aliens, et qui du coup reprend, pas à la suite, mais plutôt dans la continuité, dans les thématiques, dans l'atmosphère du 2e film, donc de James Cameron. Et ça sortira cette année. Je peux pas dire quand parce que ça n'a pas encore été annoncé, mais il y a des gros trailers qui arrivent et de toute façon on en reparlera forcément sur les réseaux. Et puis j'espère que ça vous plaira et j'ai eu beaucoup de plaisir à taffer sur ces projets-là. Ceux qui écoutent Actionneur depuis le début, donc 2018, c'est ça oui, je pense. Ouais, du coup le savent, quoi. Et moi-même en 2018, j'aurais pas forcément cru en être là aujourd'hui, ou en tout cas pas de travailler sur de grosses franchises aussi importantes. Donc voilà l'actu. Et je travaille sur des projets un peu plus perso, du côté effectivement qui sortirait plutôt du côté des librairies, j'ai envie de dire.
Donc ça, c'est un peu plus de longue haleine, mais ça me tient à cœur, donc j'essaie de poursuivre un petit peu de ce côté-là. Et puis bien sûr, on a Len Rider et Outrider, parce qu'il y a un épisode assez récent sur la série Endor qui est sorti, qui continue. Donc si vous aimez les univers de Star Wars ou de Warhammer 40 000, vous pouvez aussi aller checker ça. C'est une manière de rester en contact avec les gens, donc c'est plutôt cool. Et désolé pour ce long truc. C'est quoi ton actu, David? Tu nous prépares quoi là? Je sais que quand t'es absent, c'est parce qu'il y a un truc qui mijote. Alors, un déménagement déjà, principalement. Donc, ça, c'est pas mal. J'ai ressorti tout mon outillage de podcast juste pour faire ça, parce que dans 3 semaines. Je suis si cruel. Et ensuite, non, Scrutman est à l'arrêt. Actioner reviendra peut-être dans un prochain épisode, qui sait. Il aura un clone avatar. Et je prépare un podcast, je sais pas s'il va sortir, mais en tout cas, d'actual play, de jeux de rôle. Parce que j'adore ça. J'ai déjà enregistré presque une dizaine d'heures, il faut que je les monte. Donc ça devrait arriver, et voilà, principalement mon actualité, je pense. Je réfléchis très fort. Ouais, je crois que c'est bon, c'est tout. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes de podcast favorites. Et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, ça peut servir. On se donne rendez-vous donc très bientôt dans un prochain épisode ou dans un autre podcast, peut-être. Allez, portez-vous bien et au revoir. Ciao.